L'OM a perdu son premier match de la saison contre Strasbourg pour la sixième journée de Ligue 1 et on va revenir aujourd'hui sur cette rencontre, mais également plus généralement sur les difficultés de l'Olympique de Marseille depuis plusieurs matchs, puisque les hommes de Roberto De Zerbi, bien que troisième au classement, connaissent des difficultés et éprouvent des difficultés dans le jeu depuis 3-4 matchs. C'est symbolisé à la fois par les statistiques, mais aussi par le contenu des rencontres. Et c'est donc ce qu'on va analyser aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Dans la zone. On n'a pas fait la semaine dernière. La dernière fois qu'on en a fait un, c'était en plateau. Bien évidemment, les plateaux vont revenir, mais aujourd'hui, on est dans un format distance. Et on va donc évoquer aujourd'hui, comme je l'ai dit, plusieurs sujets, à commencer par les difficultés dans le jeu pour l'OM de Zerbi. On s'interrogera sur l'évolution du processus de jeu, sur les premiers doutes qu'il peut y avoir. Mais bien évidemment, on nuancera et on contextualisera ces difficultés avec également les pertes qu'a connues l'OM dans son effectif. Ensuite, on s'intéressera plus particulièrement à un système pour lequel il y a des premières alertes depuis le début de saison, que ce soit en termes d'absence, que ce soit en termes de blessures, avec un focus sur la défense. On va notamment parler de Lilian Brassier, un débat qui sera assez intéressant. Et enfin, on s'intéressera certainement à la meilleure individualité depuis le début de saison, celle qui rapporte certainement le plus de points sur ces 6 premières journées, Geronimo Rulli. Et pour ce faire, je suis entouré de 3 intervenants que vous connaissez bien, puisque vous les voyez tout le temps, donc je ne vais pas les présenter pendant 2 heures. On va commencer par Iliane. Comment ça va, Iliane? Bah écoute, l'OM a perdu, donc ça pourrait aller mieux, mais on va se rattraper Ça sur va, le c'est tour. dimanche. Il y a eu Ouais, la Champions League entre-temps, il y a eu Arsenal, il y a eu Arsenal ouais, mais PSG. ouais, moi je vis pas Ouais, par on va laisser procuration, longue. donc Il y a eu Brest. ouais, bah non, 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 même pas. non. Tino Brest en tant que. Ouais, on prend du plaisir. Abdallah Tu me Sima, dis j'ai que tu, écouté. tu me dis que tu supportes les équipes françaises en plus en Coupe d'Europe. Alors, je sais pas d'où tu tiens ça, mais t'es en train de 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 mentir en calomnie. 4K devant tout le monde. Moi, je trouve ça romantique quand même, Brest. Tu vois, j'ai même lâché une petite larme quand même au but Ouais. de périr à l'âge, mais Mais on attend OM Angers vendredi. Ça, Il a c'est- marqué? ouais, c'est ça. Ouais, il a marqué. Ah, OK. Félicitations, Samy, comment ça va? Toi, je sens que t'en as gros sur la patate là. Je sens Ouais, que, bah, en dépit de certains problèmes techniques que nous n'évoquerons pas. c'est des sujets tabous. Ouais, première défaite de la saison, hein. Gros match On d'Amin Harit fait... d'ailleurs. Ça commence? Ouais, bah l'émission elle a Ça commencé. commence. Elle a commencé. J'ai pas été prévenu des attaques personnelles. Non, mais sinon, Samy, globalement, comment tu te sens là vis-à-vis de l'OM là? T'as hâte de revoir l'OM Bah, vendredi? Est-ce que tu t'es fait écoute, chier dimanche soir? il reste 28 matchs, alors on va les vivre à fond, et puis voilà. Il est en mode Non, corporate dans sa boîte. c'est bien parce que ça fait 2 matchs d'affilée qu'on doit attendre le dimanche 21h pour retrouver l'OM. Donc là, c'est bien, c'est cool. On va. Bah, dans Ouais, 48 heures, il y a un match, donc c'est cool. mais il faudra ensuite attendre 2 semaines puisque l'OM affrontera Montpellier à l'issue de la trêve. Les 2 prochains adversaires de l'Olympique de Marseille sont des équipes faibles de championnat, on va le Victoire dire. obligatoire. Ouais, donc 2 victoires obligatoires, mais également un regain de splendeur dans le jeu qui va devoir être retrouvé, puisque sur les 3-4 derniers matchs, même s'il y a eu un match où l'OM a été en infériorité numérique pendant 90 minutes face à l'Olympique Lyonnais, l'OM déçoit plutôt dans le contenu, même si paradoxalement l'OM gagne ses matchs. Alors ça a un peu commencé lors de la deuxième mi-temps contre Reims, ça a pu être vu contre Toulouse, même si ça a été un peu masqué par, d'une part, l'infériorité numérique toulousaine, puis l'hyper-efficacité de l'Olympique de Marseille. Mais si on recontextualise un peu depuis le match contre Reims, on voit un OM qui est globalement dans le jeu encore très brouillon et un peu en difficulté, parce que là, on parle d'une réalité statistique. Depuis 4 matchs, l'OM n'a pas dépassé les 0,87 d'expected goal. Ça veut dire que si l'OM avait été efficace d'une façon raisonnée et normale, l'OM n'aurait pas marqué de but sur chacun de ces 4 derniers matchs. Est-ce qu'il y a déjà une forme d'inquiétude ou de questionnement sur cette réalité à la fois statistique et en termes de contenu, Yann, sur les derniers matchs? Est-ce que tu partages une vision un peu négative du contenu qui est proposé par l'OM sur les 4 dernières rencontres? Bah, écoute, ce qu'on a loué sur, moi même sur l'ensemble des matchs, hein, depuis le début de la saison, c'était, l'efficacité marseillaise. Ce qui nous a permis, quand on s'est fait, un peu marcher dessus contre Nice, de repartir avec les 3 points, c'est notre efficacité. Ce qui nous a impressionné en début de saison, c'est Mason Greenwood et son efficacité. Donc voilà, même à Harit, qui était un joueur qui scorait pas l'année dernière, s'est montré décisif, ou encore Luis Enrique. Maintenant, oui, c'est inquiétant, enfin, dans une moindre mesure, on est en Ligue 1,
On l'a payé dimanche. Ce qui est là où c'est vraiment inquiétant, c'est qu'on a l'impression que le curseur n'est pas en train de changer. C'est qu'on s'enfonce là-dedans comme depuis le début de la saison et que dimanche, à part s'en remettre à un exploit de Mason Greenwood, on n'était pas proche de marquer un but. Et c'est plus ça qui m'inquiète que le fait qu'on se crée peu d'occasions. Ouais, parce que pour parler du match de dimanche, on va revenir là-dessus. Il y a eu un débrief qui a été fait sur la chaîne. Avec du recul, 3-4 jours après cette première défaite de la saison, qu'est-ce qu'on retient de ce match contre Strasbourg, Tino? Déjà, est-ce que je suis inquiet? Non, parce que j'ai l'impression que la sauce de Zerbi, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Donc, ça, on verra plus tard. Concernant le match contre Strasbourg, pour répondre à ta question, pour moi, en fait, c'est juste, on s'y attendait. Il y a eu des déclarations d'avant-match qui disaient que ça allait être dur. Et en fait, moi, je suis pas très surpris. Au final, tu sais, j'étais même pas dégoûté parce que je m'y attendais un peu. Strasbourg, ils sont au-dessus de nous, ils sont 3e en Ligue 1 des grosses occasions, créées. Nous, on est 7e. En fait, c'est juste le juste retour à l'ordre des choses, quoi. On n'a pas marqué, donc ça veut dire qu'on n'a pas eu notre efficacité d'habitude qui nous permettait de surperformer un peu. Par rapport, au but qu'on prend, ouais, Geronimo Rulli, peut pas sauver les meubles comme d'habitude. Donc au final, là, on a un match où on perd, par rapport à nos faiblesses et où on peut pas se cacher derrière l'efficacité, la chance et Rouli en dernier rempart. Donc voilà, pour moi, c'est le juste retour à l'ordre des choses. Ouais, parce que l'OM surperforme globalement depuis le début de saison, que ce soit C'est en sûr, termes d'expected goals ou de points. L'OM devrait être 8e ou 9e. Bon, bien c'est ça. évidemment, à 3 points près, tu peux passer 4e aux expected points, puisque tu as le match contre Lyon, où bah, comme tu es à 10 contre 11, bah, tu n'es pas censé le gagner. Mais globalement, l'OM ne domine pas ses adversaires dans la création de grosses occasions. Enfin, comme je l'ai dit, hein, le match contre Reims, c'est celui globalement où il y a une grosse domination. Mais le reste des matchs, c'est de plus en plus compliqué. Pour toi, Samy, est-ce que justement il y a un problème, il y a déjà un problème tactique? Est-ce que c'est le jeu de Roberto De Zerbi qui commence déjà à devenir lisible pour les entraîneurs adverses? On a vu beaucoup d'adaptations qui ont fonctionné partiellement sur certaines rencontres, comme par exemple le TFC, comme par exemple la deuxième mi-temps contre Reims. Même Nice, Francaise réussit son match tactiquement globalement sur la première mi-temps. Ouais. Ou est-ce que c'est l'OM qui n'est pas en pleine possession de ses moyens à cause des blessures? Non, pour moi, la réponse, on la connaît et on l'a eu sous les yeux 2 fois parce que moi, en fait, je vois 2 points communs aux difficultés de l'OM sur ce début de saison. Je vois Reims et Strasbourg. Reims en deuxième mi-temps, il y a eu un réajustement à la mi-temps de la part d'Elsner qui est passé vraiment sur du marquage individuel un contre un en deuxième mi-temps. Et c'est exactement la méthode de Strasbourg sur cette fois-ci tout le long du match. Et en fait, les 2 fois, tu as souffert. Tu as souffert à la reprise de la deuxième mi-temps contre Reims et tu as souffert tout le match contre Strasbourg. Donc moi, je vois 2 points communs. C'est quand les entraîneurs ils mettent en place ce système de 1 contre 1, tu ne vois plus le jour. Et il y a un deuxième cas de figure où je dirais pas que tu ne vois pas le jour, mais en tout cas, tu as du mal à mettre ton jeu en place. C'est quand l'entraîneur ne vient pas te chercher, comme l'a fait Francaise. Francaise, une fois n'est pas coutume, il a fait bloc bas quand il est venu au Vélodrome. Donc en fait, là, on se rend compte qu'il y a en fait, 3 entraîneurs nous ont montré comment, j'ai envie de dire, abattre l'OM de Zerbi. C'est soit tu fais du 1 contre 1, soit tu vas pas les chercher et tu restes bloc bas. Donc à partir de ce moment-là, c'est forcément inquiétant parce que nous, on dit oui, il faut du temps, le système de Zerbi n'a pas encore, voilà, il a pas encore, ils sont pas encore adaptés. Mais en fait, pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est déjà les entraîneurs qui trouvent déjà des solutions pour contrer ce système qui n'est même pas encore en place. Donc pour moi, c'est doublement inquiétant. Est-ce que justement, pour pas nuancer un peu le propos de Samy et ce qu'on dit depuis tout à l'heure, on pourrait pas quand même revenir sur les absents de l'OM depuis le début de saison? On avait un gros problème Oui, déjà avec les blessures la saison passée. mmh, Le staff médical a été un peu restructuré, entre guillemets, pour pas dire totalement changé au cours de l'intersaison. Pourtant, énormément de blessés, à commencer par la défense, on l'évoquera juste après. Iliane, tu penses que c'est le premier facteur d'explication, les indisponibilités, ou c'est quelque chose qui s'ajoute à un tout? Pour moi, ouais, je sais pas si c'est le plus gros volet, mais c'est l'un des plus importants, en tout cas au niveau de ton effectif, parce que tu n'as pas, c'est un tweet qui revenait souvent, tu n'as jamais fait en fait ton 11 titulaire. La line-up qu'on s'est tous imaginé, avec Merlin, avec Balerdi, avec Brassier, enfin bref, avec tout le tandem, on l'a jamais vu et on n'est pas prêt de le voir en fait, tout simplement parce que
Merlin qui s'est blessé en équipe de France Espoir n'est pas prêt de revenir. Ismaël Koné qu'on attendait, c'est quand même une belle recrue de l'été où on espérait le voir que ce soit dans le double pivot ou s'installer au poste de numéro 10, va être blessé pour 3 à 4 semaines. C'est-à-dire qu'on l'espère le revoir avant ou après Classico, mais dans tous les cas, il n'aura pas enchaîné. Lui qui est un joueur qui a besoin de confiance, qui a besoin de ballon, si sa saison elle débute qu'en novembre, on le verra à plein régime qu'en décembre. Et en fait, tu continues comme ça avec ton Rabiot, c'est ton choix, mais qui arrive seulement en septembre. Tu es quand même beaucoup dans le rafistolage depuis le début de saison. J'ai pas vu la charnière type alignée depuis la rencontre contre Reims. Et en fait, ça fait que tu t'en remets beaucoup à tes individualités qui sont, elles, fixes. Et vous l'avez dit tout à l'heure, mais on a Greenwood et Geronimo Rulli. Ouais, C'est ça. c'est le débat que je voulais mettre un peu sur la table juste après. Se dire que sur le début de saison, si tu enlèves les surperformances de Greenwood et Rulli, Mm. c'est quand même compliqué parce que, bon, après, c'est des individualités, c'est des grosses individualités que tu es censé avoir dans une grosse équipe, mais c'est quand même deux joueurs qui te sauvent constamment. Par exemple, contre Toulouse, Greenwood, contre Brest, Rulli, parce qu'on oublie, hein, mais si Brest met le penalty, est-ce que c'est le même match? Bref, il y a peut-être aussi cet intérêt aussi, aussi de la défaite, c'est que lorsqu'on n'est que dans un jugement du résultat depuis le début de saison et se dire waouh, c'est incroyable, l'OM a gagné ses 4 matchs sur 5 sur ces 5 premières journées et que tu perds contre Strasbourg, tu as une remise en question de ce que tu vois depuis le début de saison et tu te dis ah, mais en fait, contre Reims, c'était superbe la première mi-temps, mais si on enlève cette première mi-temps-là, c'est un peu fait chier, non? On a eu un peu de difficulté contre Nice. Est-ce qu'on doit forcément le gagner le match? Est-ce qu'on n'a pas un peu de chance? Contre Lyon, on t'a 10 contre 11, mais le match, tu ne dois jamais le gagner. Lyon, on est pour moi même dans un match qui est juste, entre guillemets, on va dire, où le football récompense le jeu. Lyon doit plus t'en mettre 3 que toi, tu dois gagner 3-2. Enfin, tu ne dois même pas marquer un but contre Lyon, tu dois en prendre 3, prendre 3-0 en étant à 10 contre 11. Et c'est ça qui est intéressant, justement, sans être dans une analyse, oui, De Zerbi, c'est une fraude, De Zerbi, je ne sais pas quoi. C'est qu'on peut avoir cette analyse critique juste parce qu'on ne juge pas que le résultat est dans le contenu. Je ne sais pas, Tino, si tu partages mon analyse, mais je trouve que dans le contenu, c'est brouillon. En fait, là où on a le droit d'être critique envers le jeu de Zerbi, la fameuse tactique de Zerbi, la fameuse patte de Zerbi, c'est que lorsque les formations de l'Italien ne se procurent pas les grosses occasions, en fait, ça devient une possession assez stérile. On est en termes de. C'est à l'image d'Højbjerg, en fait, à l'image de. On doit être troisième, quatrième des passes précises par match. Donc ça veut dire que brouillon, c'est pas forcément le terme que j'adopterais parce que c'est un jeu qui est quand même, ça va à toi, à moi, et cetera. Mais c'est en fait, quand ça va pas vers l'avant, et si tu as pas une efficacité, de fou comme tu as, depuis le début de la saison, ça peut être un jeu protagoniste, mais stérile. Et c'est Mais ça le problème. justement, tu as bien identifié la difficulté, la difficulté, c'est de dépasser le milieu de terrain, c'est de sortir du premier tiers du C'est ça. terrain. Parce que justement, à chaque fois qu'on a vu l'OM sortir du premier tiers du terrain et aller vers l'avant, depuis le début de saison, ça va vite. Et c'est une équipe qui est assez clinique, on va le dire, lorsqu'elle va vers l'offensif. Mais c'est Ouais. justement cette difficulté-là qu'on identifie depuis le début de saison. Toi, Samy, tu penses que c'est plus une raison d'individualité, une raison tactique? Tu analyses ça comment, cette difficulté de l'OM de Zerbi à se procurer des occasions et être vraiment dominant? Du coup, non, pour moi, c'est un mix des deux, en fait. C'est un problème tactique parce que justement, tu as des joueurs qui n'ont pas assimilé, en fait, ton plan de jeu. Et du coup, pour parler un peu plus concrètement, aujourd'hui, par exemple, le ballon, il ressort de la défense. Donc, on est obligé de faire un petit focus sur les joueurs qui sont en défense, même si je sais que d'autres préfèrent faire un focus sur ceux qui sont un peu plus hauts. Pour moi, aujourd'hui, le premier relanceur de l'OM en l'absence de Balerdi, c'est censé être Brassier. Et d'ailleurs, Brassier, on le prend parce qu'on estime que c'est le pendant. Il ne faut pas oublier pourquoi on le prend. On le prend parce qu'on estime que c'est le pendant parfait à Balerdi. Ça veut dire qu'on estime qu'en termes de relance, il a les qualités identiques à Balerdi. Et actuellement, c'est pas du tout ce qu'on voit. Brassier, quand il reçoit le ballon, c'est directement des ballons en retrait, c'est des épaules qui ne sont jamais tournées vers l'avant. Donc forcément, ça a un impact sur ta sortie de balle et ça a un impact sur le fait de dépasser le premier tiers du terrain. Ouais, alors attends, parce que là, Samy, je suis vraiment, vraiment pas d'accord avec toi juste pour revenir pour Brassier. C'est quand même c'est le plus régulier en défense. C'est celui qui a joué tous les matchs depuis le début de la saison. Régulier dans quoi? À part le premier où il est suspendu contre son ancienne équipe, justement.
Et il est baladé sur tous les postes de la défense. Il en a fait 3. Il a fait le poste de Merlin, il a fait le poste de central gauche et il a même fait le poste de central pour combler la place de Balerdi. Et moi, je C'était trouve Cornelius. Il a Sur le- jamais fait le poste de central de Balerdi. C'est sur le contre match Toulouse. contre Toulouse, C'est Cornelius qui fait le central droit. Lui, il fait central gauche. Je m'en rappelle parce qu'il y a des Ouais. situations où il est Ouais, arrière Ouais, gauche. à 4. exactement. Ouais. Et en première mi-temps, il est insupportable contre Toulouse d'ailleurs. Oui. Mais d'ailleurs, il va y avoir un débat sur Brassier. mais- justement, attends, pour revenir sur ça, moi je trouve plus que Brassier, il a été recruté non pas pour faire ce que fait Balerdi à droite, mais plus dans un rôle de stopper. Il n'est pas là pour être propre à la relance. Moi, celui à qui je donne ses qualités et ce pourquoi je l'attends, c'est Cornelius. Non, mais en son absence, moi j'ai parlé de l'absence de Balerdi, parce que tu as un joueur qui s'appelle Balerdi qui n'est pas capable de ne pas être absent plus de 2 matchs. Donc Bah, forcément, quand il est absent, tu as un mec qui doit mais- prendre le relais. mais Et donc ce je mec qui préfère- doit prendre le relais, c'est le mec qui a les mêmes qualités que lui. Mais moi, je préfère taper sur l'absent et on se rend compte qu'en fait, ton capitaine, il a joué la moitié des matchs, que plutôt de taper sur le pauvre Brassier qui vient d'arriver, qui fait quand même des matchs. Enfin, tu peux pas me dire que pour le match qu'il fait contre Lyon, par exemple, il a sur la baraque derrière. Tu l'as trouvé si en dessous de ça? Enfin, moi, Moi, je pense qu'il faut être patient par avec exemple, Brassier quand même. il est pas fautif sur les buts comme l'a pu être Murillo. Pourquoi on est parti sur Murillo là? Non, je dis que par exemple, Murillo, qui est son alter ego de l'autre côté, moi je le trouve beaucoup moins impactant que Brassier. Alors que Murillo, il est là depuis 1 an, alors que Murillo, il est censé être titulaire à son poste. Quand même. Sauf que Murillo, tu sais très bien pourquoi tu le prends. Murillo, tu le prends pour être un backup et tu le prends pour être un mec qui sera tout le temps entre 4 sur 10 et 6 sur 10. Il est Alors pas que Brassier, backup, tu c'est prends pas pas pour. Brassier, bah, c'est un problème. Mais Brassier, tu le prends pas pour dépanner. Tu le prends pour être vraiment le pendant à Balerdi. Tu le prends pour vraiment être un des hommes forts de cette défense. Et Et pour Samy, l'instant, Justement, le débat sur la défense, on va revenir juste après dessus parce qu'on a un sujet qui est destiné. Si on commence à s'éparpiller là-dessus, on n'aura plus grand-chose à dire. Juste pour revenir sur l'idée générale, on est quand même sur un OM qui joue sans Quentin Merlin et Balerdi sur une grande partie des matchs. On sait ô C'est ça. combien Quentin Merlin a été important, que ce soit sur la préparation ou sur le match contre Reims, où il est décisif sur les 2 buts. Mais vraiment, en termes de contenu, on reste sur notre fin. Là où, avec par exemple l'OM, on prend les 2 derniers entraîneurs protagonistes qu'a connu l'institution olympique de Marseille, Igor Tudor et. Jorge! Quoi Jorge? Bref, les 2 Ah non, derniers entraîneurs. il est les- revenu, les- Sampaoli. les- Il est les- revenu sous une le, autre le- forme. le dernier entraîneur protagoniste de l'OM, on a vu un impact très fort sur les préceptes Immédiat. de jeu on nous a. et immédiat sur les résultats. Alors qu'on avait d'une part. Après, T'as attendu la 10e journée pour perdre un match. Alors que là, tu perds un match au bout de la 6e journée. C'est juste mais ça. même au-delà du résultat, jugeons aussi le contenu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais par exemple, les premiers matchs de l'OM d'Igor Tudor, après, c'est absolument pas le même style de jeu. C'est peut-être plus facile, entre guillemets, à mettre en place parce que je ne pense pas que tactiquement ce soit si plus facile, mais peut-être que c'est plus impactant et plus impressionnant visuellement aussi. Mais- Par rapport au jeu vers l'avant, on nous a expliqué tout l'été que pour faire tes différences, notamment dans tes transitions, il fallait être juste techniquement, il fallait être précis, il fallait jouer vite. Et pour ça, ça passait par un numéro 10. Moi, on nous a expliqué pendant. Non, mais il commence déjà à sourire. On nous a expliqué pendant tout le mercato que la piste du numéro 10, c'était le poste où il fallait pas se louper, c'était le joueur. C'est le poste où il fallait pas se louper. Moi, Oui. j'ai pas entendu ça. C'est celui qui fera la différence dans ton système de jeu. Bon, alors tu commences la saison avec un numéro 10, qui a un très bon numéro 10. Moi je l'apprécie beaucoup à Minarit. Oula, Avec c'est en Greenwood backup. le numéro 10 de l'OM. Pardon? Je pensais que tu parlais de Greenwood. Tu fais chier. celui qui a le numéro 10 de l'OM, c'est Greenwood. Le milieu Ah non, offensif. il parle le sur le mob, terrain, ouais. le Ah. mob. Et un second, Carboni, que tu viens parce que c'est Monsieur De Zerbi qui l'a choisi, c'est De Zerbi qui l'a senti. Encore C'est pire. un deal de fou avec l'Inter. Au final, contre Strasbourg, quand tu as besoin de l'un ou de l'autre, et ben t'en as eu aucun. Quand tu fais rentrer Carboni, Ah, c'est tellement Juste, sévère, gros. permets-moi d'intervenir avec du recul. J'étais très dubitatif sur le recrutement de Carboni parce que je pense que c'était pas pertinent d'avoir un joueur qui était pas fini et qui devait être encore énormément poli et qui n'avait pas beaucoup joué à Monza l'année dernière, bien que je pense qu'il ait énormément de potentiel. Mais je trouve qu'il y a un problème déjà sur les 2 profils.
Et on est sur des profils qui sont trop déséquilibrés. Oui, Il y a un joueur qui est un joueur de dernier tiers, qui demande à avoir du temps de jeu et à être développé, pour moi, dans une équipe de deuxième partie de tableau, et qui sera certainement un grand joueur. On a un autre joueur qui est un provocateur, qui a des grandes lacunes dans sa capacité à faire rayonner le jeu d'une équipe en étant efficace. Et je pense que tu as besoin de ça aussi. Parce que là, on parlait du match contre Strasbourg, mais je suis désolé, bien que l'OM ait été mauvais, il y a des situations où l'OM doit marquer. Il y Mais a des Avilés, situations où l'OM doit se créer des occasions de but. Et je suis désolé, Amin Harit, bravo pour le match contre Brest, mais il y a énormément de situations qui gâchent contre Strasbourg. Je ne sais pas si vous voyez la transition où tu as Greenwood qui part à droite et tu as, je crois, Eddie ouais, Wai à gauche qui a 2 doigts de ouais, c'est s'enfermer ça. et où il Mm. fait le choix de la donner à Wai. Enfin, en fait, c'est des situations qui sont tellement récurrentes depuis l'année dernière avec Amin Harit. Moi, même, vous savez que c'est pas un joueur, c'est pas mon joueur préféré dans l'effectif. C'est pas un joueur que je déteste non plus. C'est juste que je trouve que c'est. Franchement, c'est trop déséquilibré pour jouer devant, quoi. le problème, Et- c'est que c'est bon titulaire, en fait. Vas-y, Tino. Il fait un Non, bon mais début. vas-y, Iliane, tu dis, ouais, par rapport à Harit, toi, t'es comment, toi? Non, mais ce qui me gêne, c'est que en fait, il a été trop bon pour pouvoir, parce qu'à la base, on veut le vendre, hein, pour pouvoir être placardé C'est ça que j'allais dire. au milieu de l'été. Et en Ah, fait, mais faut recontextualiser. C'est-à-dire Bah, que le mec fait un bon match contre Brest. Donc un joueur, parce que sur son premier match de la saison, il fait un bon match contre Brest, il marque contre Reims, on le garde. c'est C'est comme ça Mais aussi. attendez, est-ce qu'on est sûr que l'OM voulait le faire partir? Parce que moi, il me semble que ce que j'ai vu cet été, c'est que l'OM, les joueurs qu'elle voulait vraiment faire partir, euh, on n'a pas attendu le 15 août, la veille du déplacement à Brest, pour leur dire qu'on oui, voulait les faire partir. Parce que Harit, on n'a pas entendu une seule rumeur de départ avant le 15 août. Et tous les joueurs qu'on voulait faire partir, Mbemba, Pao, Sarr, Klose, on était tous au courant au 1er juillet. Donc pour Mm. moi, déjà, c'est pas avéré que l'OM voulait faire partir Harit. Surtout qu'à la fin, tu l'as gardé et t'as pas vraiment poussé pour le faire partir. Donc pour moi, là, Bah, déjà, on est sur un sujet qui est pas très fiable déjà. le problème. j'interprète ça, pardon. Vas-y. Vas-y, Martin, vas-y. Non, c'est juste le Non, problème. j'interprète ça, en fait. Je disais, j'ai l'impression que Harit, il est resté un peu en dépit du marché, en fait. On l'a laissé, et Roberto De Zerbi a sûrement dit, va pour cette année, ça peut aller. Mais pour moi, Harit, il arrivait déjà sur une fin de cycle à l'OM, et effectivement, c'est ce qui fait, en fait, c'est ce qui fait que tu as 2 profils, comme disait Ariles, tu as 2 profils complètement différents. Harit, il est resté malgré lui et malgré De Mais Zerbi. au-delà Et on a au-delà du fait qu'ils sont Mais différents, pourquoi je trouve qu'il y a un problème dans leur complétude. Même pas une question de complémentarité entre les deux, c'est l'aspect complet de ces deux joueurs. Carboni, pour moi, c'est un joueur de dernier tiers, c'est pas un numéro 10 qui décroche. On en avait parlé lorsqu'on l'avait présenté, d'autres personnes l'avaient présenté. Mmh. C'est un joueur de dernier tiers. Amin Harit, c'est un joueur qui crée des décalages par le dribble, mais qui est mauvais par la passe, je trouve. C'est un joueur qui fait constamment les mauvais choix lorsqu'il est sur des situations de Mais transition. c'est pour C'est un ça genre, que De Zerbi voulait pas le garder. Il y a eu c'est un cette genre de. info-là, De Zerbi était pas fan de Harit, on est d'accord? Mais c'est un, Ah, c'est un- non, moi j'ai entendu, je parle très sérieusement, les gars. Moi j'ai lu des infos complètement contradictoires de ce que j'entends là. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que dès les premières semaines d'entraînement, les joueurs préférés de Roberto De Zerbi, c'était Amin Harit et Faris Moumbagna. Donc, Moi, on j'ai peut vu pas que aujourd'hui Faris, me. Pardon? Moi, j'ai vu que Faris, Samy. Ouais, Ah moi non, aussi. moi j'ai vu l'info l'équipe et on Mais pourra en parler après pense- l'émission. L'info l'équipe, les 2 joueurs préférés à ce moment-là, c'était Harit et Moumbagna. mais- Et mais- Harit a fait toute la prépa, il n'y a pas eu une seule rumeur de départ. Le 15 août, il y a effectivement Mais cette oui. rumeur génois ou je ne sais quoi, mais Mais moi pour, j'ai Harit pour- a dû pour revenir sur convaincre. quelque chose de factuel, pour revenir sur quelque chose de factuel, parce qu'on parle d'Amin Harit, on parle des deux premiers matchs qui sont réussis où il est décisif. Bon, on parle des moments où il rapporte des points à l'OM. Est-ce qu'on peut parler des moments où il en fait perdre? Parce que Reims, Bah oui, il marque, mais il te coûte un but. Je Mais, suis mais, désolé. en mais, plus, mais attends, si on parle d'Amin Harit qui te fait perdre des points, on peut parler de tous les joueurs qui t'ont fait Mais perdre oui, des points. mais sauf que Est-ce là, que on tu est parles du match de Reims? on est- Parce que moi, le match de Reims, celui qui me fait perdre les 2 points, c'est pas Amin Harit que je mets en premier. Ah J'en ai oui, 2 devant ah lui. bah là. Je mets Eli Wahi Non, et il puis fait. je mets Oui, Leonardo Balerdi. oui. Bon, Ah Balerdi, oui. j'ai pas le droit de le Oui, dire il parce fait. qu'on n'a pas le Oui. droit de dire Non, mais du mal de lui. là, on parle d'une J'en mets quand même situation 2 qui est avant récurrente. Amin Harit. On parle d'une situation qui est récurrente, c'est que depuis le début de saison, le nombre de situations où Amin Harit fait le dribble de trop sur une situation où tu es en phase offensive, où tu peux soit attaquer et être dans une situation d'attaque placée, soit faire de la possession défensive et conserver, et lui fait le dribble de trop et derrière tu te manges une transition. Moi j'en ai déjà 3 en tête et j'en ai 3. C'est pas 3 situations où tu n'es pas pénalisé derrière. C'est une situation où tu prends un but derrière contre Reims, c'est une situation où tu prends un carton rouge contre Lyon et c'est le but de Strasbourg.
je trouve que c'est des situations qui sont récurrentes. Alors oui, derrière, on peut dire oui, mais des offensifs, ils sont censés avoir du déchet technique dans ce genre de système. Derrière, c'est tes milieux qui doivent effectuer le contre-pressing. Mais je trouve qu'il y a une récurrence qui est trop importante. Le nombre de situations où je le vois perdre des ballons qui nous mettent en danger. Et je vais revenir sur des éléments qui n'ont pas été cités sur le début de saison. C'est la prépa. Je me rappelle de la prépa. Chaque match, il y a une situation où il est à 2 doigts de donner un but à l'adversaire. Et c'est des situations où il décroche à l'entrée de la surface, sur des sorties. En fait, ce que tu occultes dans ton analyse et dans l'analyse que tout le monde fait du joueur Amin Harit, c'est qu'en fait, vous occultez volontairement le fait que ça soit un numéro 10. En fait, lui, il joue à un poste qui fait que quand tu joues à ce poste-là, tu vas devoir prendre plus de risques que les autres joueurs. Amin Harit, c'est un joueur qui prend plus de risques que Amir Murillo. Oui, je vous l'apprends, les gars. Et qui en prendra peut-être même plus que Geronimo. Mais on peut pas tout lui pardonner. À un moment donné, c'est normal que le mec il perd des ballons. C'est son job de perdre des ballons. Oui, mais je trouve qu'il perd des ballons bêtement. Je trouve qu'il perd des ballons bêtement. En fait, c'est. Il perd des ballons bêtement parce que c'est son job de prendre des risques. Et comme c'est le numéro 10 de l'Olympique de Marseille et que ce n'est pas le numéro 10 du Bayern Munich ou de Manchester City, et ben en prenant des risques, il perd des ballons. Mais à un moment donné, il faut aussi. Le problème, c'est qu'il perd des ballons où on est très haut aussi. Samy, tu veux qu'il ait perdu les ballons pendant 8 ans, on a eu un référentiel de classe mondiale en termes de numéro 10, d'accord, qui apportait notre maillot. Même toutes les fois, il était mauvais. Toutes les fois, il était en surpoids, où il était à contre-courant vis-à-vis de l'effectif, etc. Tu vois quand même qu'il allait dans le sens du jeu, Payet. Et là, Harit, nous, ce qu'on te dit, en plus, moi, personnellement, je l'adore. Tu vois, c'est un mec, j'étais tellement content pour lui quand il a réussi son match contre Brest. Mais tu vois bien que des fois, il est à l'envers. Il fait pas les bons choix. Il fait le dribble de trop. Et la saison dernière, ça a complètement caractérisé ça. Il joue à l'OM. Tu t'attends quoi d'un numéro 10 de l'Olympique de Marseille? Bah, on a De Zerbi, Samy, quand même. On a bien vu. On a bien vu De Zerbi. De Zerbi, on a bien vu ce qui s'est passé contre Strasbourg. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? On a De Zerbi. Qu'est-ce que ça veut dire? On a De Zerbi. Aujourd'hui, on parle de l'entraîneur. On parle de l'entraîneur qui a fini 10e en première ligue à Brighton. C'est ça pour moi, De Zerbi. Moi, j'ai rien vu d'autre de De Zerbi. J'ai jamais vu De Zerbi. Pour l'instant, j'ai pas vu De Zerbi en quart de finale de Ligue des Champions. J'ai pas vu De Zerbi accrocher un podium en première ligue. On peut pas me dire on a De Zerbi comme si c'était. Non, mais par contre, sur ce que dit Samy, je suis désolé. Il a pas tort. Ça veut dire les gars, De Zerbi ramène Brighton en Europa League alors qu'il est dans une. D'accord, mais après il prend 4-0 contre la Roma. Pourquoi on n'en parle pas de ça? Non, mais non, mais je trouve que Samy a raison sur un certain point. C'est que on valorise le fait que De Zerbi a un grand bagage tactique, etc., mais il a des choses à prouver aussi. Oui, je pense que c'est quelque chose que les gens oublient, mais on est sur un coach qui a des choses à prouver. Quand il signe à l'OM, il n'arrive pas comme une star. Quand tu regardes son palmarès, il a des choses à prouver et on doit attendre des choses de lui. Ça veut dire que pour moi, et c'est pour ça que je pense que la critique est pertinente, même s'il y a des absents, on doit le dire, les absents comptent. Ce qu'on voit sur les 4 derniers matchs, ce n'est pas satisfaisant. C'est pas satisfaisant. On est obligé de le dire qu'en termes de contenu, quand tu es l'Olympique de Marseille, tu dois mieux faire. Ça veut dire et qu'on me dise pas que c'est une question de temps. Parce qu'on l'a vu contre Reims, tu as réussi à mettre ton jeu en place, tu as réussi à mettre ce que De Zerbi attend de ses joueurs. Donc ça veut dire que tu as déjà réussi à le faire. Donc c'est pas une question de temps. Si aujourd'hui tu n'as pas réussi à faire perdurer la performance de Reims, c'est parce qu'en face tu as eu des adversités qui t'ont battu tactiquement en fait. Et donc là, pour moi, c'est le problème de De Zerbi. Et pour moi, je sais que c'est difficile à entendre pour certains parce que le mec, il paraît un peu inaccessible, c'est un peu inespéré qu'un mec comme ça il soit chez nous, mais il a été battu quasiment systématiquement à tous les matchs de l'Olympique de Marseille depuis le début de saison. Tactiquement. Là où je suis d'accord, c'est qu'il ne faut pas qu'il bénéficie d'une immunité médiatique. Mais c'est déjà fait ça. De par son mais c'est déjà fait, la bulle, elle est déjà. Ouais. C'est vrai, par rapport à. Si on veut. Vas-y, Ariès, tu voulais embrayer sur quelque chose. Moi, je voulais parler de Carboni vite fait. Ouais, juste pour rajouter sur l'immunité médiatique, on est sur un entraîneur qui demande à ne pas être jugé sur les résultats. C'est le premier qui dit que c'est le premier qui demande à ne pas être jugé sur les résultats. Il veut gagner ses matchs. Parce qu'il préfère qu'on le juge sur le jeu. Là, je sais que pour ceux qui vont nous regarder, vont trouver qu'on est très agressif envers De Zerbi. Encore une fois, on nie pas du tout ce qui est mis en place tactiquement. On a fait des vidéos pour souligner qu'il y a eu des coups tactiques intéressants, comme par exemple contre Toulouse. Moi, je suis fan de ce coach-là bien avant qu'il vienne à l'OM. Juste là, on juge ce qui se passe sur le papier sur les derniers matchs. Et encore une fois, on est face à une réalité statistique qui est consternante. L'OM, et c'est pas
Ça veut pas dire que c'est la crise, ça veut pas dire que De Zerbi est une fraude, ça veut pas dire qu'on va pas exploser Angers vendredi et que ça va pas mieux aller. Juste, on note une chose, c'est que cet Olympique de Marseille, sur les derniers matchs, bah, Mais ne t'es d'accord crée, pour ne, le ne- ne- système, ne il crée pas dépend du grand-chose. numéro 10. T'es d'accord pour ça ou pas? De quoi? Que le système dépend du numéro 10? Oui. Bah, il dépend autant de... Oui, il dépend de ton double pivot, il dépend de ton numéro 10, il dépend de tes centraux, il dépend de plein de choses. Offensivement. Bah oui, mais après, tu peux pas. Ouais, il dépend de tout le monde de la même Le manière. moment Pour où moi, tu il n'y en a pas un le qui se moment où démarque des tu as autres. ton milieu offensif en jambes, Mais moi, je trouve que le problème, c'est que le système, enfin, l'équipe dépend trop de certains joueurs. bah, Un truc tout con, contre Strasbourg, à un moment, je me suis demandé, on est l'Olympique de Greenwood, on est l'Olympique de Marseille. Tu sais, à un moment, je me demandais je me disais, oui, s'il se passe quelque chose dans le match, c'est si Greenwood plante 2 buts. Hmm. parce que Après, Strasbourg, Après, regarde, on disait pas ça contre Nice. On disait, ouais, on est satisfait parce qu'on n'est pas Greenwood oui, dépendant. Et là, on dit autre chose. Tu vois, Bah, non, mais c'est plutôt une bonne chose. Et depuis tout à l'heure, on tire sur De Zerbi. Mais moi, je pense il faut aussi lui rendre. Lui rendre c'est un point positif le fait qu'aujourd'hui, on ne soit pas déjà Greenwood dépendant. Mais par contre, moi, là où j'aimerais mettre l'accent, c'est au niveau de Greenwood. Là aussi, je sais que je touche à quelqu'un à qui il ne faut pas toucher. Mais Greenwood, sur les 2-3 derniers matchs, c'est un peu dur. Le contexte fait que c'est un peu dur, le contexte des matchs, où contre Nice, voilà, il est pris sur du 2 il se contre 1, fait 3 museler. contre 1, Hein. donc c'est très dur. Donc il sait qu'il fera pas la différence. Et nous, on le comprend, on regarde les matchs, il n'y a pas de souci. Mais quand tu sais que tu vas pas faire la différence, quand tu sais que tu es un peu plus dans le dur, comme contre Nice, comme contre Strasbourg, habituellement, on t'autorise à ne pas venir défendre parce que tu es le facteur X et tu es la star de cette équipe. Mais quand tu sais que c'est un peu plus dur, viens défendre, viens aider Murillo. Parce qu'on l'a vu contre Strasbourg. Murillo, il s'est tapé des 2 contre 1. Morera, Nanasi, t'étais pas là. Et tu savais que dans ce match-là, tu n'allais pas réussir à faire la différence. Tu savais que tu allais être un peu dans le dur comme contre Nice. Bah, viens défendre. Tu ne peux pas ne pas venir défendre à tous les matchs parce que tu es, t'es le facteur X. Et là-dessus, j'en veux ni à De Zerbi, ni à Harit, ni à qui que ce soit. J'en veux à Greenwood. Parce que c'est aussi à lui d'avoir un peu cette conscience de dire voilà, aujourd'hui, je ne vais pas faire gagner mon équipe, mais c'est pas grave, je vais l'aider à ne pas perdre. Et contre Strasbourg, j'ai vu tout le contraire. Et j'ai vu un mec qui a laissé Murillo galérer contre les deux feux follets sur la côté, deuxième côté mi-temps, gauche il te met strasbourgeois. son but et tu conçois du coup qu'ils viennent pas défendre. C'est sur la frappe entrée de surface là. Ah, mais en l'occurrence, son but, il a pas mis. Donc moi, mon analyse, je dois la faire sur Ah ce ouais, qui s'est passé et pas mais sur ce moi, qui se serait passé. ah, mais du coup, non, mais ce que je veux te dire, Samy, c'est que pour quelque chose qui aurait pu se passer, moi, ça m'étonnerait pas que ce soit dans les consignes de Greenwood de rester devant là où Luis Enrique doit redescendre. Tu vois bien quand ah, même. mais sur un match contre Strasbourg où tu tapes un latéral gauche comme Morera, qui est plutôt un joueur porté sur l'offensif Ouais. habituellement. Ah, mais parce que tu me parles de la frappe en deuxième mi-temps. La frappe qui rate sur un caviar d'Aminarit. Mais la première mi-temps, tu vois pas le jour. La première mi-temps, t'es pas bon du tout, tu vois pas le jour. Tu savais pas que t'allais mettre cette frappe en deuxième mi-temps. Pourquoi t'es pas venu aider Amir Mourio? Mais parce Tu que vois pour pas moi, le jour. Tu mais sais ça, que c'est pas du tout, ça. la première mi-temps, tu sais que ton coach a mis en place un jeu qui va faire que Strasbourg va te manger pendant 45 minutes et c'est ce qui s'est passé. Viens aider. Tu sais que tu vas être dans le dur. Viens aider. Pourquoi tu viens pas aider? Bah, mais là, Samy, je pense qu'on va changer de sujet parce qu'on tourne en rond sur ce sujet, même si ça a été intéressant parce qu'on a énuméré plein de choses. Je suis désolé, Tino, de ne pas avoir parlé de Valentine Carboni, mais on a d'autres éléments à analyser, notamment la deuxième partie qui va être en lien avec la troisième. C'est la défense de l'Olympique de Marseille. On en a vaguement parlé, pour pas dire déjà abordé le sujet lorsqu'on parlait de Lilian Brassier, mais c'est le secteur qui est vraiment en grande difficulté. D'une part, à cause des absences, Leonardo Balerdi, comme on l'a dit, est plus présent dans le 11 depuis le match contre Reims, même s'il a fait irruption contre Lyon, ça a duré 3 minutes. 5 minutes. Quentin Merdin est blessé depuis la trêve internationale et ne devrait pas revenir avant le match contre Montpellier, voire avant le match contre le Classico. On a énormément vu Derek Cornelius. Alors, ça a été sympathique parce qu'on a vu qu'il était fort dans le duel aérien, mais c'est inquiétant de savoir que au 2 octobre 2024, le défenseur qui nous a le plus rassuré depuis le début de saison est Derek Cornelius. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce secteur, mais pour moi, on est clairement sur un secteur où là, par contre, il faut un peu déjà commencer à tirer la sonnette d'alarme. D'une part, à cause des blessures, d'une part, juste ne serait-ce que par les blessures. Quoi. Il y a trop de blessures dans ce secteur. On a Bah, Merlin, on a les suspensions débiles, on en a eu 2. ouais. Bon. Vas-y, Samy. Non, vas-y, tu veux y aller. En fait, le truc, c'est que moi, je trouve qu'il faut pas complètement tirer non plus la sonnette d'alarme parce que c'est quelque chose qu'on a vu en plus
sur un calendrier qui était assez surchargé, enfin pas surchargé au niveau des échéances, enfin du rythme, vous m'avez compris, surchargé au niveau des équipes. On a eu Nice, on a eu, Lyon, on a eu Strasbourg. Donc c'est une défense qui a été construite de sorte à ce qu'on puisse enchaîner des matchs, de niveau, assez relatif. Faut bien prendre en compte, le contexte de cette Ligue 1 et je pense que le fait qu'on n'ait pas Merlin et le fait qu'on n'ait pas Balerdi, sur ces matchs-là, je pense que ça fausse un peu le débat parce qu'on ne pouvait pas prévoir que, l'équipe de France Espoir allait déconner, complètement et nous niquer notre latéral gauche. On ne pouvait pas prévoir que Balerdi enfin, je pense que, la défense est bien construite par rapport au contexte de ce qu'on a en Ligue 1. Je veux dire Cornelius Brassier contre Angers, personne ne va voir le problème. Là où on voit le problème, c'est que contre Lyon, on n'a pas Balerdi, on n'a pas Bah, Merlin. je trouve qu'il y a un gros Effectivement, là, manque ça pose un à la problème. relance. Je trouve qu'après, c'est des automatismes qui doivent se trouver. Mais par exemple, Brassier, depuis le début de saison, à la relance, Mais c'est pas son rôle, Harry. c'est pas, Je, attends, c'est pas son rôle. Par contre, là, il y a un problème. C'est que t'es défenseur central sous Roberto De Zerbi, comme ça a beau ne pas être, on n'est pas sur la responsabilisation d'un joueur qui s'occupe de faire la relance. C'est sur des schémas de relance qui sont très travaillés. Et aujourd'hui, dans ta structure en 3 carré 3, ton central gauche, il fait deux choses. Il force sur Højbjerg et il balance. Et quand il balance la balle, on la revoit plus. Je ne sais pas combien d'ouvertures il a fait depuis le début de saison. Parce Il n'y en que a pas une seule. Il n'y en a pas une seule qui a trouvé preneur. ça Et même travaillait pendant la plus de circuit court quand il avait Merlin à sa gauche aussi. il y a aussi ça, mais contre Brest, contre Reims au Vélodrome, mais Merlin, il est là. Pourtant, Brassier fait un match de merde. Non, mais Enfin, c'est pas que contre Ah, Merlin, Toulouse, il est là et tu te procures des enfin bref. contre Toulouse, Merlin, il est là. Brassier, il fait un match de merde. Enfin, il fait un match de merde contre Toulouse. Il y a des situations, il est sur le côté. Vous êtes dur avec Brassier, franchement. Bah, non, mais encore une fois, c'est pas un avis définitif sur le joueur. On parle du début de saison. Le début de saison, il est raté. Je suis d'accord, mais Mais- justement, pour continuer sur la défense, toi, en plus, Martin qui disait qu'elle est bien construite. Déjà, à partir du moment où tu te vois réintégrer des Lirola et des Ulysse Garcia, même si ils ont fait des bonnes entrées, hein, tu maîtrises pas. C'est-à-dire que tu n'avais pas prévu de les réintégrer et qu'ils te fassent gagner ou perdre. Si tu les réintègres, c'est déjà un bel aveu de faiblesse. Et le second, pour moi, c'est que tu as un effectif et un joueur, je ne sais pas s'il est dans un loft ou si, mais c'est Bamo Meïté. D'ailleurs, je vous pose la question en même temps, est-ce qu'il a joué une seule minute depuis le début de la Non, saison? il joue qu'à la 90e. D'ailleurs, franchement, c'est un des trucs que je comprends absolument pas. J'en avais parlé après à Nice. Comment il joue pas contre Nice? Comment il joue pas? Comment il joue pas tout court? Comment tu peux lui privilégier un rongé sur une jambe et ne pas le faire jouer? Et alors, je suis d'accord qu'il a des limites avec ballon, j'en ai parlé moi-même au premier, mais c'est un axe de progression, c'est pas un défaut. On parle d'un joueur qui a 21 ans, il a même pas 100 matchs en Ligue 1, il doit même pas en avoir 50. Je comprends pas comment il peut ne On a pas être laissé sa utilisé. chance Et à. moi, ce qui me fume, c'est que C'est De mieux que ça. Zerbi, après le match contre Strasbourg, il dit que son absence lui a manqué. Mais c'est du foutage de gueule. du Tu foutage de l'utilises gueule, pas. C'est du foutage de Ah non, gueule. c'est clair, donc, mais là aussi, j'en veux pas à De Zerbi en fait. Mais pourquoi il est venu en fait Bamo Meïté? Parce qu'en fait, dès qu'on a la possibilité de le responsabiliser et de lui donner vraiment sa chance sur la durée, on le fait pas. Pourquoi il est venu? Moi, je trouve qu'il y a quand même un côté un peu glauque en fait à ce move et qui était exactement le même à celui d'Isaac Ouais. Touré qui était là avant lui et qui a fait partie de la transaction. En fait, on comprend pas pourquoi il y a des mecs comme ça qui viennent et à qui on donne jamais le. Enfin, Et il y a- surtout il y qu'il a a quand même montré des quelque chose choses. de très sombre. Mais moi, ça me permet de faire la transition par rapport à ce que je voulais dire par rapport au secteur défensif. Je suis très content que tu en parles, Harry, parce qu'en fait, pour moi, c'est un secteur qui met en lumière le zéro pointé de Pablo Longoria et de Mehdi Benatia dans ce secteur cet été. C'est-à-dire qu'on a loué le travail de Mehdi Benatia pour d'autres opérations, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, lui et Pablo Longoria sont complètement responsables de ce qui se passe aujourd'hui à l'Olympique de Marseille en défense. C'est-à-dire que quand tu te retrouves avec des joueurs qui sont soit blessés, bah, tu n'es pas capable de les remplacer parce que tu n'es pas allé chercher un latéral droit, parce que tu n'es pas allé chercher un latéral gauche digne de ce nom. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, que dès que Le Merlin... latéral droit, on l'avait dit. Le latéral droit, on l'avait déjà dit. C'est C'est Benoît Payan qui a pris la décision, c'est ça. Non, non, pas ça. C'est le raté du mercato. On avait dit que le C'est le mercato, raté. le point noir était l'arrière droit. Maintenant, pour la défense centrale, je te suis à moitié. Je te suis à C'est autre chose. C'est autre chose. Mais déjà, pour le latéral droit, tu l'as très bien dit.
Pour le latéral gauche, aujourd'hui, tu as un latéral gauche qui, dès qu'il n'est pas là, ton équipe, elle voit plus le jour. Mais ce latéral gauche, même s'il est très bon, il n'y a pas de souci. On est tous très contents de son début de saison. Mais ce latéral gauche, il y a 6 mois, on disait tous qu'il était moyen. Donc en fait, un joueur qui était moyen il y a 6 mois, aujourd'hui, il n'est plus là. C'est fini. Le club, il n'existe plus. Donc ça, c'est pour les latéraux. Et le deuxième point, moi, c'est en défense centrale. Parce que moi, j'en ai parlé à la fin du mercato, j'en ai parlé avant le mercato, j'en ai parlé pendant le mercato. J'ai dit, c'est beaucoup trop risqué de dire aujourd'hui, nos deux défenseurs centraux titulaires, indiscutables, à qui personne ne va parler, ça sera Brassier et Balerdi. Balerdi, il sort de sa première saison pleine à l'Olympique de Marseille. On lui donne les clés du camion. On lui dit, toi, tu auras le brassard et tu seras titulaire et personne ne va toucher à toi. Moi, je vois déjà 2 sorties de route. Je vois l'égalisation contre Reims où il fait un tacle. Je crois qu'il glisse encore. Et la sortie de route à Lyon. Et Brassier, c'est pareil. Tu le fais venir en titulaire indiscutable, tu lui mets pas une vraie concurrence digne de ce nom, tu mets de côté Chancel Mbemba, qui est un défenseur avec beaucoup plus de certitude qu'un mec comme Cornelius, et quand tu t'appelles Lilian Brassier et que tu sais que derrière tu as Chancel Mbemba pour te concurrencer, je peux te dire que tu as beaucoup plus de pression que quand tu sais que tu as Cornelius. Donc tu écartes toute concurrence dans cette charnière, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand il y en a un des deux ou les deux qui font des sorties de route, et bah, tu n'es pas capable de les remplacer. Et en fait, pour moi, ça met en lumière le zéro pointé de Benatia et de Longoria en défense, sur les côtés et dans l'axe. Elle est trop expérimentale, cette défense, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a, en fait, il y a pas. En fait, on en parlait aussi sur les premiers matchs, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'expérience quand tu regardes le 11 type en défense. On est vraiment sur Merlin, Brassier, Balerdi et Murillo. Et Murillo, oui, il y a l'expérience internationale et tout. On est sur un joueur qui a qu'un an à l'OM, qui de base doit être remplaçant. Et on disait déjà que c'était un peu fragile et que c'était peut-être le point sur lequel l'OM, en fait, ça allait être tout ou rien. Soit on avait une grosse. Mais même Murillo, tu l'utilises très mal parce que Murillo, tu as la possibilité de l'utiliser. Ok, tu veux pas faire jouer Bamo Meïté, mais tu as la possibilité de l'utiliser en défense centrale. Murillo, tu le fais jamais quand l'occasion se présente. Il est venu pour ça, il est venu pour dépanner, il est venu pour combler les trous. Mais il n'est pas venu pour être bon. Donc c'est peut-être un peu fragile. Maintenant, moi, il y a un truc sur lequel, en fait, je trouve qu'on est quand même un peu dur, c'est que quand on voit la défense Brassier et Balerdi au mois d'août, on se dit on a quand même 2 des meilleurs défenseurs de Ligue 1 la saison passée. Brassier sort d'une grosse saison. Et peut-être qu'il y a aussi le côté enflammade, c'est que c'est un joueur qui vient de Brest, c'est sa première saison à l'OM. Moi, je vais vous dire la vérité, le problème que je vois chez Brassier, c'est pas un problème footballistique, et c'est pour ça que je n'ai pas de jugement arrêté sur le joueur, et je pense qu'il peut nous surprendre. C'est un problème de pression. Je vois un mec, mais il se met une pression de dingue, alors que frère, alors que les qualités, il les a. Alors que les qualités, il les a. Les qualités. Et frère, t'es défenseur central, c'est bon, tranquille. Mais je lui en veux qu'à moitié parce que je pense qu'il est un peu, j'allais dire traumatisé, mais on sait que De Zerbi il est très pointilleux et on sait que De Zerbi par exemple, il est très regardant sur le dépassement de fonction. Moi, j'ai vu des séquences de jeu à Strasbourg où Koné cherche à porter le ballon un peu trop. Il était furieux. Et je pense que Brassier se dit un peu la même chose où il se dit j'ai peur d'en faire trop avec le ballon parce que tu sais que tu as des schémas, des circuits très précis. Il ne faut pas que ça dépasse, il faut que tout soit carré avec De Zerbi. Et je me dis il a peur d'un peu d'en faire trop, de dépasser. Et du coup, ça le paralyse un peu dans son jeu. Parce que les qualités, et on le fait venir pour ça. On le fait venir parce que c'est un joueur à Brest qui sait se projeter balle au pied. C'est un joueur qui a un excellent jeu long. C'est un joueur qui fait progresser le jeu par la passe. Et c'est tout ce qu'il ne fait pas aujourd'hui à l'Olympique de Marseille. Si on parle en termes de qualité, il est obligatoirement mental. Si on parle en termes de qualité, pour moi, c'est quelque chose de fort et que j'ai retenu directement dès que ça a été dit. Encore une fois, je trouvais que c'était un bon transfert, peut-être un peu bizarre, les 11 millions alors qu'il a 1 an de la fin de son contrat. Mais je trouvais que c'était un bon transfert. En plus, il choisit de venir à l'OM alors qu'il avait des clubs en Champions League sur lui. En fait, le seul truc qui, pour moi, est très évocateur en termes de qualité, c'est qu'on a un président qui te dit, dès sa venue, quel qu'aurait été le futur entraîneur de l'Olympique de Marseille, Brassier aurait signé. C'est vrai. Tu dis ça d'une recrue, c'est que c'est ta recrue, c'est que tu n'as aucun doute sur lui. Pourtant, en termes de qualité, il réussira. C'est un signal fort. Va falloir le prouver maintenant. Parce qu'on est d'accord, Brest, ce qu'il fait la saison dernière, c'est fort, mais c'est à Brest. C'est à Brest. Et maintenant, on attend de voir des choses à l'Olympique de Marseille. Je pense que c'est une question de pression. Je pense que c'est aussi une question d'étalement de la pression. C'est-à-dire que le mec à côté de toi, c'est Cornelius. Limite, c'est toi le mec qu'on attend le plus en défense. C'est bien ça le souci. En fait, le problème, c'est que moi, j'aimerais bien le voir associé à son capitaine à un moment donné.
Parce que Brassier, depuis plusieurs matchs, mais si, mais arrête. Non, mais le problème, non, mais je suis d'accord avec toi dans l'absolu. Je suis d'accord avec toi dans l'absolu. Mais en fait, c'est le problème que je soulevais tout à l'heure, c'est que son capitaine, eh ben, t'es pas totalement sûr que lui aussi, il va pas te faire une sortie de route. En fait, son capitaine, c'est pas un produit. Encore fini. des doutes sur Balerdi? Oui, j'ai encore des doutes. Comment tu veux Mais comment tu ne veux pas avoir des doutes sur Balerdi? C'est pas un produit. Balerdi, c'est un excellent joueur. Tu trouves que l'erreur de l'été, c'est de l'avoir promu trop rapidement alors qu'il fallait lui ramener justement un élément fiable qui lui permette d'encore plus progresser? Saison, tu le fais jamais, par contre. Des choix ont été faits, les gars. Des choix ont été faits. J'ai pas entendu ta question. Ma question, c'est simple, est-ce que tu penses que l'erreur, c'est de l'avoir propulsé trop rapidement sur le devant de la scène alors qu'il fallait l'associer à côté d'un patron? Totalement, c'est ce que je dis. C'était une des deux opportunités. C'était une des deux opportunités. Balerdi, ce n'est pas un produit fini. Après, si tu ne proposes pas à Balerdi d'être au centre de ton projet, d'être récompensé par le capitanat, d'être le leader de ta défense et d'accompagner les joueurs à côté de lui, est-ce qu'il se barre pas à l'Atlético non plus? C'est aussi la question qu'on. Bah si. Et en quoi c'est un mal que Balerdi se barre à l'Atlético s'il te met 30 ou 40 minutes? Tu refais tout ton effectif. Si tu as déjà dégagé Aubameyang, si tu dégages tous les meilleurs joueurs. Mais t'es dans un été où t'étais conditionné à refaire absolument tout ton effectif. Bah oui, mais si tu rajouter un move en défense. Si tu dégages Balerdi, Aubameyang, il y a des gens ils vont vouloir cramer la commanderie. Non mais. mais même au-delà de ça, je pense pas que. Tino va intervenir depuis tout à l'heure. Je suis désolé, il faut céder la parole. Non, mais j'ajouterais juste que, en fait, là où il faut comprendre pourquoi on dit que Longoria et Benassia c'est 0 pointé en défense, selon moi, il y a eu. Moi, je m'avancerai pas pour dire que c'est 0 pointé. Ouais, moi non plus. Je dis qu'il y a des manques. Pour moi, il y a des manques. Les gars, aujourd'hui, Merlin, il est blessé 3 semaines. Berlin, il est blessé 3 semaines. Il y a le feu au Vélodrome. Vous me dites, c'est pas un problème. En fait, il y a un aveu de faiblesse dans la stratégie qui a été opérée, c'est-à-dire on a mis all-in sur le milieu, on a mis all-in sur le secteur offensif. Et là où est le problème, c'est qu'on s'est dit, comme tu as dit toi, Ariles, on va faire une défense expérimentale. Donc Murillo, il peut aller à gauche, il peut aller à droite. Cette année, ça va aller. Et pour moi, là où je rejoins Samy, c'est que c'est un échec. Après, là où tu mets. Jusqu'à janvier, oui, on est d'accord que jusqu'à janvier, ce sera un échec. Il y aura des réajustements en janvier. Là, je pense qu'on est. C'est ça. Mais là où tu donnes les clés à Balerdi, c'est aussi de se dire, on lui fait confiance, il est dans le projet depuis 4 ans, et ça va nous permettre de mettre all-in sur le secteur du milieu et le secteur offensif. C'est un choix qui a été fait, et aujourd'hui, on peut le déplorer, et on pourra même, pourquoi pas dire, au final, ça a été un bon choix, mais à mon avis, comme vous dites, il y a des manques. Si tu voulais vraiment récompenser Balerdi de sa saison dernière, qui a été excellente, je ne lui enlève rien, tu devais l'accompagner avec un défenseur plus fort que lui, en fait. Pas en lui donnant les clés du camion et en lui disant tu vas prendre sous ton aile Lilian Brassier, qui a exactement le même âge que lui, qui a peut-être aussi les mêmes défauts que lui. Pour moi, Balerdi, tu aurais dû lui mettre un Cador à côté. Tu n'aurais pas dû lui donner les clés du camion comme tu l'as fait aujourd'hui. Moi, ce que j'ai vu contre Reims de la part de Balerdi, ce que j'ai vu contre Lyon de la part de Balerdi, c'est le Balerdi qu'on connaissait d'avant la saison dernière. Donc aujourd'hui, que ce mec-là. Il fait un gros match contre Brest. Non, mais je suis pas en train de te dire que Balerdi, c'est une pipe. Balerdi, on a vu des choses l'année dernière, donc encore heureux qu'il est capable de les reproduire quelquefois cette saison. Mais il est aussi capable de reproduire les erreurs qu'il a fait avant. Et me dire qu'aujourd'hui, ce mec, c'est ton défenseur, c'est le patron de la défense et que c'est un produit fini, moi, je peux pas être d'accord. Si tu prends un Cador au Mercato, tu n'as peut-être pas Hubert, tu n'as peut-être pas Wai, pour le plus grand bonheur de Liliane. Non, mais en tout cas, voilà. En tout cas, on parlait de recherche de Cador. S'il y a un Cador cette saison en défense du côté de l'Olympique de Marseille, c'est un Argentin, mais ce n'est pas Leonardo Balerdi, malheureusement. C'est le grand Geronimo Rulli, sur lequel on avait des doutes, puisqu'il sortait d'une saison compliquée à l'Ajax, puisque les supporters de l'Ajax disaient que c'était un affreux nulard, puisqu'on avait des vagues souvenirs de lui avec Montpellier, qui était plutôt positif d'ailleurs, mais que ses derniers exploits remontaient il y a assez longtemps. Et pourtant, en tout cas, c'est mon avis, et je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est l'individualité la plus décisive depuis le début de saison. On pouvait penser que Mason Greenwood était prétendant justement à ce titre d'individualité la plus marquante. Malheureusement, on n'a plus vu l'anglais depuis le match face au TFC, même si contre Strasbourg, il n'était pas loin de marquer. Mais Geronimo Rulli, en tout cas, réalise un très très gros début de saison, et c'est peut-être le meilleur gardien de Ligue 1. Je sais que statistiquement, il est deuxième en termes de buts évités.
Quand je parle de meilleur gardien de Ligue 1, c'est depuis le début de saison. Je ne dis pas que c'est le meilleur gardien de Ligue 1 intrinsèquement, je suis loin de penser ça. Oui. J'avais énormément de doutes, moi, personnellement. Et finalement, on est sur le joueur qui, pour l'instant, rend le plus satisfaction et peut-être la plus grosse surprise depuis le début de saison. Ilian, on sait que tu es fan de lui, tu voulais mettre top Écoute, recrue. moi, je vais faire mon Samy, mais pour le coup, celui-là, je l'avais vu. On m'a ri au nez pendant une tier list, mais moi, là où je suis fan de ce gardien en plus, c'est que je trouve que c'est vraiment il a une personnalité. C'est quand même c'est quelqu'un dans les buts, tu le vois bien comment il est décomplexé lorsqu'il fait son arrêt et tout. C'est un régal de le regarder. Et même si j'aimais beaucoup celle de Paul Lopez, bah, lui, on va pas se répéter, on l'a déjà dit, mais il est quand même ultra rassurant. Et même si je reconnais qu'il surperforme, c'est-à-dire que je pense pas que ce soit son vrai niveau de jeu. Et bah, si c'était son niveau, encore une fois, on l'aurait pas eu pour 2 millions à l'OM. 2 ou 3 millions, je sais plus combien à l'OM. Maintenant, oui, depuis le début de saison, c'est sûrement la meilleure individualité. Le nombre de buts qu'il t'enlève, pour le coup, lui, il nous fait gagner des points. C'est l'un des deux gros joueurs qui nous fait gagner des points. Et puis, écoute, meilleur rapport qualité-prix. Donc, que veux-tu de plus? Tino, sur Rouli, je ne sais pas si tu veux donner ton avis sur ce que tu penses du début de l'international argentin. Je pense que le débat va être moins mouvementé que les précédents. Je pense qu'on va être tous un peu flatteurs. Enfin, on va être très très positif sur lui. Je pense que c'est celui qui nous permet aujourd'hui d'être au moins quatrième. On est quatrième, c'est ça, on est d'accord? Ouais, on est quatrième. Je pense que c'est lui qui nous permet d'être quatrième. Troisième. Troisième. C'est C'est lui qui nous permet donc au moins d'être troisième. Sans lui je sais pas si vous avez ça, mais moi j'ai plein de flashs de Rouli qui te fait un arrêt du bras, du pied, pendant des face à face qu'on prend sur des contre-attaques. C'est des buts qu'on doit prendre. Tu as dit quoi, Ilian? Je dis oui, oui, tu as raison, les pénaltys et tout. Ah, les pénaltys, en fait, sans lui, ça se trouve, tu es ventre mou. Donc, que dire de plus? Samy, justement, tu étais un peu déçu, pour pas dire très énervé et très remonté contre Paul Lopez pour sa saison l'année dernière. L'OM était très inefficace l'année dernière, que ce soit dans le secteur défensif ou offensif. Et l'OM est très efficace justement dans les deux secteurs, mais particulièrement dans le secteur défensif. Geronimo Rulli, tu es entièrement convaincu, j'imagine, par son début de saison. Bah, entièrement convaincu, oui, bien sûr, totalement. Je vous rejoins sur tout ce qui a été dit. Après, bon, ça me dérange un peu que dans une équipe qui se veut protagoniste, le mec qui se démarque le plus, c'est le gardien de but, mais bon, ça c'est autre chose. Non, mais l'OM sort de 3 saisons orphelines d'un gardien de but. Donc l'OM, à partir du moment où tu mettais un humain dans les cages, c'était déjà mieux que ce qui se faisait auparavant. Mais si en plus cet humain, il se permet d'arrêter des buts et de te maintenir en vie dans, dans, dans quasiment tous les matchs, c'est énorme parce qu'à Lyon, Et il est fan d'Harry. je trouve qu'on n'a pas assez parlé du rôle de Rouli. À Lyon, on a beaucoup mis l'accent sur les individualités, sur les entrées de Lirola, de Garcia également. Mais Rouli te maintient en vie. Rouli t'évite le 2-0. Rouli t'évite de rentrer à la mi-temps en étant mené. Contre Strasbourg, c'est pareil. Si t'espères égaliser jusqu'à la fin. Strasbourg, c'est le meilleur Olympien. Exactement, il te maintient en vie, t'évites le 2-0. Donc aujourd'hui, c'est un gardien qui est pleinement décisif et qui rassure. Vous en avez parlé, tu le sens dans sa gestuelle. Il est relâché, il est rassurant pour une défense. Il se permet de sortir sur les ballons aériens. Je découvre quelque chose. Donc, il arrête des non, pénaltys aussi. Il arrête des pénaltys aussi, il se sert de ses mains, enfin il fait tout. Mais en fait, pour raisonner sur Rouli, on va faire un truc très simple. Si Rouli fait pas un gros début de saison, l'OM est combien au classement? Qui fait un début de saison normal? 10e, 8e. Je sais pas, il est combien, mais on peut dire quel match l'OM ne gagne pas. Contre Lyon, tu gagnes pas. Contre Brest, non, contre Brest, je vais pas dire que tu gagnes pas, mais tu gagnes contre Brest. Si tu gagnes contre Brest. Mais tu gagnes pas contre Lyon et tu gagnes pas contre Nice. Nice. Mais c'est quand même un miracle parce qu'il est métamorphosé, le type. Comme vous avez dit, il sort d'une saison compliquée à l'Ajax. Il arrive, on était même dubitatif. Franchement, c'est un putain de miracle. Après, quand tu joues Evan Guessant et tout ça, là. Ouais, mais
En vrai, on n'était pas hype, tu vois. Rouli, on a l'image du petit Argentin de Montpellier. On ne sait pas ce qu'il a fait entre-temps. Il était, d'ailleurs, il portait des pantalons de gardien. Je sais pas si vous vous souvenez de ça à Montpellier. C'est la petite anecdote sympa. Et non, franchement, on s'y attendait pas, quoi. Mais pour répondre à Tino sur la hype, moi je pense vraiment que l'OM prend Rouli en se disant on va prendre un gardien, on n'a pas besoin que ça soit un cador. On va prendre un gardien qui sait juste mieux faire que l'autre et c'est pas compliqué de mieux faire que lui. Et parce qu'avec avec le jeu qu'on a, qui se veut protagoniste, bah, on espère ne pas concéder beaucoup d'occasions par match. Et donc, si tu concèdes pas beaucoup d'occasions, sur le peu d'occasions que tu vas concéder, on va juste prendre un mec qui est capable de les arrêter. Donc, je pense que c'est pour ça que tu ne te retrouves pas avec un cador et que nous, derrière, on n'a pas cette hype-là du gros gardien de but. Bon, Après, j'ai envie de te dire qu'il a de Mélier, la hype. Oui, mais Il n'y a jamais eu de hype pour moi. Même, oui, mais c'est ça. Même Alvaro Valles. Mais c'est ça, en fait, depuis le début, l'OM ne cherche même pas un Jorgensen, j'ai envie de te dire, il n'y aurait pas eu de hype. Ouais, mais depuis le début, en fait, l'OM ne cherche pas un cador, je pense, à ce poste-là, parce que l'OM se dit, on va pas être une équipe cette saison qui va concéder beaucoup d'occasions. C'est la prévision que je pense que l'OM s'était faite. Force est de constater qu'aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Mais tant mieux, il fait plus que le boulot. Tant Même mieux. si tu étais allé chercher, après il y en a qui sont fans, mais même si tu étais allé chercher Brice Samba, pour moi, pour 20 millions, c'est le prix d'un cador, mais moi, pour Brice, avec tout le respect que j'ai pour lui, je le vois pas comme The Cador pour être un gardien de l'OM. En tout cas, Geronimo Rulli est l'homme fort de ce début de saison. On verra si ça continue. Pour conclure ce podcast, est-ce que vous estimez qu'il surperforme vraiment et qu'il va y avoir du coup une chute de régime où on pourrait nommer le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'il va te niquer incessamment sous peu? Plus t'es bon, plus t'as de chances de décevoir. Hein. Ouais. J'ai envie de dire. Mais de la même manière que on était très content que ça tourne bien sur des matchs comme contre Lyon ou comme contre Nice, on peut s'attendre à ce que demain, sur des matchs où tu auras un peu plus de maîtrise, et bah, tu les gagneras pas. Donc c'est aussi imputable à toute l'équipe. Aussi, on va le voir dans des matchs où l'OM sera en théorie moins exposé, notamment les deux rencontres qui nous attendent face à deux adversaires assez faibles depuis le début de saison, Angers et Montpellier. Angers promu qu'on affronte vendredi soir et Montpellier qui est en grande difficulté en ce début de saison. Qu'est-ce que vous attendez là de ces deux prochaines rencontres? Ilian me dit qu'il voit un triplé de Wai contre Angers. Si Ilian, tu peux arrêter de m'envoyer des SMS parce qu'on est en émission du coup. Mais du coup, triplé de Wai contre Angers. Ouais, je pense. Sérieusement, qu'est-ce qu'on. Montpellier, ancienne équipe de Wai, peut-être que ça va lui rappeler des souvenirs quand il en mettait 4 contre Lyon. Je sais pas déjà de la dernière fois qu'il a marqué, je sais pas c'est quand, si même lui. Brest, penalty. Mais beau début de saison d'Nketia avec Crystal Palace, beau but en FA Cup. On n'a pas regardé, c'est pas diffusé en France, par voie lui. Parce qu'en fait, il faut quand même dire, si Wai fait une saison de merde, en fait, on ira juste voir les stats d'Eddie Nketiah, qui est un. Je crois que c'est le meilleur buteur de l'histoire de la FA Cup jusqu'au 4e tour. C'est incroyable. Il a mis 50 buts dans sa carrière, il a mis 25 en FA Cup jusqu'au 4e tour. Bravo à lui. Contre des équipes de Championship. C'est toujours un non, et encore Championship, il faut attendre un peu. Wycombe United. Ouais, voilà. Les équipes sur Football Manager, tu prends au pif pour monter en Championship. Attends, jusqu'à preuve du contraire, Neil Mopé, c'est un attaquant des deux anglaises. Bah, moi, je vois qu'un attaquant des deux anglaises. C'est un attaquant de PL. Ouais, PL quand même. Et bah, dans ce cas-là, Nketiah aussi. Arrêtons ce débat immonde. Est-ce qu'on peut parler de. Mopé, c'est Brighton. Brighton, c'est PL. Parce que si on dit que Brighton, c'est son Championship, on peut dire qu'aujourd'hui, on a un entraîneur de Championship aussi. Sabi, ton début est incroyable. Il est très vif. La performance de Sabi aujourd'hui est exceptionnelle, je trouve. Bah après, il a été provoqué sur Harit, il a j'ai pas énormément parlé d'Harit aujourd'hui en plus, donc. Mais justement, qu'est-ce qu'on attend du match contre Angers et du match contre Montpellier? Renouveau dans le jeu, victoire. Vous attendez quoi là? Idéalement dans 3-4 semaines après ces deux matchs, vous voulez que dans le DLZ on parle de quoi? Moi, j'ai envie que. Désolé de vous couper, les gars. J'ai envie que Carboni soit titulaire. Non pas pour embêter Samy, mais simplement parce que. Non, mais je pense que c'est un garçon qui. Il fait chier là. Non, parce que j'aime pas Harit, mais Carboni, j'ai pas envie non plus de le voir. Moi, sur les entrées de Carboni, je l'ai pas vu. Moi, je l'ai pas senti mauvais. Hein. Mais oui, pour moi, il a besoin d'enchaîner, c'est tout. Faut faire on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais bon. Mais pour moi, il joue vendredi. Le stand se chargera du bruit. Exactement, Samy. Pour moi, il joue vendredi, Carboni. Ouais.
Vous Et pensez on va pas se mentir, Harit, tu peux pas le faire jouer après son match contre Strasbourg, tu peux pas le faire démarrer vendredi, tu vas Et- faire un peu de changement. Et Jonathan Rowe, vous voyez Jonathan Rowe? Tout à fait, parce que En fait, sinon, le problème de Rowe, c'est qu'il devait jouer tout de suite après Lyon. Mais apparemment, non. Donc Enrique out alors que c'est. Non. Enrique, aujourd'hui, ça date de quand son dernier bon match? Voilà, merci. Parce que, non, mais complètement. Parce que pour moi, tu vas te retrouver avec le même problème que tu as eu avec Amin Harit. C'est-à-dire, parce qu'il Exactement. a été efficace et qu'il t'a mis 1 ou 2 buts, tu peux plus le sortir. Alors que Luis Enrique, c'est censé être ton backup. Ça, c'est un Il fait même pas exprès sur la passe qu'il fait à Lirola. Personne ne dit. Personne ne dit. Il y a une omerta. un truc confidentiel autour de ça, personne ne veut en parler. Mais tu sais qu'en plus, ça le voit ballon d'or, truc top scorer et tout. Alors que, non, mais on adore Luis Enrique, on adore le joueur et tout, le personnage. Maintenant, il faut juste remettre les choses à leur place. Il n'est pas parti pour être titulaire, normalement. Donc on remet aussi en question le début de saison du joueur le plus décisif de Ligue 1. Non, mais bien sûr, mais attends, mais on remet pas en question le fait qu'il soit décisif. Et justement, il a très bien compris. Et c'est logique qu'il joue contre Strasbourg. Je suis désolé, Rowe a marqué Non, contre Lyon. pour moi, il devait jouer obligatoirement encore plus depuis que Merlin est blessé. Parce que à la limite, quand Merlin était là, que tu es un mec un peu scolaire sur le côté gauche, c'est pas grave parce qu'il y a Merlin pour animer le tout. Mais là, Merlin n'est plus là, donc tu n'as plus personne pour animer ton côté gauche. Et là, il fallait mettre Rowe. Pour moi, préféré jouer avec l'hyper éduqué Luis Enrique. Et aujourd'hui, sur les 3-4 derniers matchs, c'était inoffensif. En tout cas, on avait prévu de faire une émission courte qui ne devait pas dépasser 40 minutes. Ça tombe bien, elle a dépassé les 1 heure, mais c'était. Par contre, ça doit être n'importe quoi parce que moi, entre les moments où ça coupe, où j'entends pas les questions, je réponds, je sais pas si vous m'entendez. Non, mais de toute façon, il y aura des cuts, mais ça va enlever 5 minutes. En tout cas, je vous remercie énormément pour tous ceux qui nous ont écoutés, que ce soit en podcast ou qui nous ont regardé sur YouTube. On sait que la semaine a été un peu triste avec la défaite contre Strasbourg, que les prochaines le seront très certainement parce que. L'OM, sera pas là parce que l'OM on sera en trêve internationale et puis voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo. Samy qui me demande si on tourne encore, je crois qu'on tourne encore, je suis pas sûr, mais en tout cas on vous dit à la prochaine. Salle de réunion, c'est Samy Prime. Ah oui, c'est Samy Prime. C'est Samy Prime dans la salle de réunion. Il y avait Samy Costard. La prochaine sera certainement en IRL avec bientôt Tino qui viendra en plateau. En fait, je suis dans la. Non, là, je suis pas en salle de réunion. Je suis dans la salle qui va accueillir le procès de Mehdi Benatia parce que l'OM n'a pas décidé de ne pas le soutenir. Donc, je suis venu lui porter soutien. Oui, Mehdi Benatia, dont on va voir le jugement aujourd'hui. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et on se dit à la prochaine. Le jugement Dans la zone et à la prochaine.